depuis plus de 5 ans. Entre deux chaises de métal, la force révolutionnaire dans le balado de divertissement sportif. Podcast en deux chaises de métal. Le podcast de lutte terminé par moi, Marco. L'encyclopédie de la lutte au Québec, TJ Holiday. Hey. Qu'est-ce qu'il y a? On parle de Triple H encore, Calis. Le mastermind derrière ce groupe immortel qu'est Evolution. Here's a mystery. Tu sais, l'évolution, c'est à partir des singes, là. Fait que c'est lui le singe du groupe. Tu peux pas l'aimer, mais tu peux pas ne pas être d'accord là-dessus qu'il a réussi à builder deux main eventers de sa petite poche en arrière. Oh oui, mais c'est pas à cause de lui. Pas à cause de lui il est bon, c'est à cause qu'on voulait qu'il casse la gueule. Ça a été difficile au début, mais il a réussi à... Le pire là-dedans, c'est que quand tu regardes l'histoire d'Evolution, mettons, quand ça a commencé, Evolution, tu n'aurais jamais pu prédire que c'était ça qu'elle allait arriver, parce que, tu sais, on le voit tout de suite, là. Tu dis, Triple H, il a mis ça à la map, les main eventers, mais je pense que Randy Orton aurait été capable no matter what, là. Ça aurait peut-être plus de temps, peut-être, là. Je pense pas, moi. Ben là, c'est Randy Orton, là. Le gars avait pas... J'avoue que être avec Triple H, ça a aidé pour son pushing, pour les affaires qu'il a faites, là. C'est la seule affaire que je pourrais dire, là, mais... Je pense que ce qui l'a aidé, Orton, c'est à cause de ses déboires à l'extérieur du ring que Triple H a peut-être empêché qu'il se fasse mettre dehors, mais il l'a aussi peut-être aidé des fois à retourner sur le droit chemin, parce que ça n'a pas été facile, Orton. À un moment donné, c'était frasque après frasque. Là, fait que pas facile à dire deux fois, frasque, hein? Frasque. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, c'est ça, on en parle, l'évolution. C'est le podcast biographique du mois de juin. Oui. Donc, ça va être bien intéressant. Stable marquante des années 2000. Donc, on va tout vous dire ce qui s'est passé. On va vous raconter nos mémoires. Mais avant ça, on a d'autres podcasts qui sont sortis la semaine passée, mon cher TJ. C'était la fin pour les reviews de King of the Ring. King of the Ring 1997, avec les champions par équipe qui s'affrontaient, Austin et Shawn Michaels. On a à travers la table, 20h30 live sur YouTube. Ben, en fait, non. Pas live, ça sera pas live celui-là, mon spécial. Oui, ça va être. On va avoir des petites éditions spéciales pendant l'été qui sont pas live, qu'on va taper pour. Parce qu'évidemment, il y a des gros shows, des gros pay-per-view, il y a SummerSlam aussi qui s'en vient. Grosse fin de semaine qu'on va parler dans pas long, parce que évidemment, c'est Night of Champions en Arabie. Puis le lendemain, c'est juste pas Anniversary. Ouais, puis le lendemain, pas grand-chose. C'est Anniversary, American Bash NXT, puis Forbidden Door. 3 pay-per-view. Puis, y en a-tu là-dedans qui sont dans l'après-midi ou les 3 sont le soir? Je sais aucune idée, je pense. Je pense que les 3 sont le soir. Peut-être TNA est un petit peu plus tôt, là, mais... Ouais, je pense que les 3 sont en même temps, je pense. Ça, c'est pas fort, là, pour vrai, là. Ouais, mais les autres, c'est encore lisse, là. Puis Great American Bash n'était pas annoncé avant qu'on tourne le podcast, là. Ça a été annoncé il l'a annoncé le genre 2 jours on a enregistré le podcast, je pense. Fait que là, ils recommencent. Là, ils ont peur là, parce qu'en ce moment, AEW a le vent des voiles. Fait que là, il faut qu'ils trouvent des façons de le contrer. Ouais, mais NXT va avoir leur monde. Puis c'est ça. Ce sera pas. Ça. Ouais, exact. Je pense que Forbidden Door va gagner cette guerre-là de cette fin de semaine-là, des 3 shows de la même journée. Ouais, je pense que c'est sûr, pas mal. Je pense pas qu'NXT ait le roster présentement pour rivaliser avec AEW. On se fera pas de cachette. Même WWE, c'est égal. Fait que imagine l'NXT. Ouais, mais encore là, ça dépend de ce que ça change quand on regarde la lutte. Là. Ouais, il y a ça. Mais ils sont dus pour faire. Là, c'est comme des nouvelles stars à NXT en ce moment. Ils repartent du début. Good American Bash à 7h. Ouais. Fait que faut juste avoir tiré. C'est Anniversary, je pense que tu as dit, hein?
Ouais, Slammiversary. Ça dépend c'est où, là, tu sais, si c'était à Los Angeles, exemple, ça va être comme à 5 heures ou à 4 heures. Là. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Slammiversary. AEW, on sait que c'est à 8 heures, c'est tout le temps à 8 heures leur show. Fait que... Ouais, c'est ça. 28 juin à Boston. Fait que ça va être sûrement à la même heure que tout le monde, ouais. à 7 heures. Ouais. Dommage. Oh, ouais, mais c'est pas grave. Tu vas trouver ton compte, no matter what, qu'est-ce que t'écoutes. Que... C'est vrai, ça. Une affaire que je vais trouver mon compte, c'est la biographie d'aujourd'hui, parce que, évidemment, en étant un grand fan de Triple H, bien avant Evolution, je suis devenu un grand fan d'Evolution, mais surtout de Randy Orton au début. Ric Flair reste Ric Flair, c'est une légende de la lutte, un des plus grands champions de tous les temps. C'est Ric Flair, là. Il n'y a pas besoin de présentation. Puis Randy Orton fitait plus dans dans ce que je représentais, dans mon look dans le temps, c'était plus, c'est ça. Je l'ai adulé, j'ai vraiment adoré. Fait que c'est un heel aussi en partant, là, que je suis un gros fan des heels. Batista, c'était un peu le gars qui était là pour les muscles, puis pas que je me sacrais, mais il était là, puis bon, s'il n'avait pas été là, ça m'aurait pas plus dérangé au début. Vraiment impressionné comment l'évolution de Batista s'est faite à travers ça. Puis j'aurais pas parié ma maison là-dessus parce que ça a été difficile pour lui, surtout au niveau match puis promo. Niveau match et promo, donc all around, je dirais. Là. Ben, tu parlais de Orton, c'est plus ton inspiration, whatever. Ça paraissait quand tu luttais, là. T'étais vraiment Orton 2.0, ben, peut-être pas 2.0, mais genre 3.0, mettons, là. Ouais. On s'entend, c'est pas le même. Ça, là, puis ouais. Le ton, c'est un mélange de Triple H puis Randy Orton. Là, la coupe de cheveux, t'en savais un mini Orton. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est ça. On était jeunes. C'était en 2004. Donc, 2004, j'avais 16 ans. Donc, right on time. Puis j'avais même fait un chandail aussi, Legend Killer, avec le monde que je battais au Airbrush. T'en souviens pas? Non. au Airbrush, j'avais les noms de. Sauf que moi, à la place d'avoir Mick Foley et tout ça, j'avais Bad Dog. Puis. Ouais, Nathan. Exact. Nathan, ça a été mon Triple H. C'est quand je l'ai battu, c'est là que je suis devenu. Bref. Donc, évidemment, c'est un peu un hommage aussi aux Four Horsemen qui avait été formé par Ric Flair à l'époque. Donc, une stable avec une certaine évolution, des styles différents. C'est un peu ça, je pense, le concept. Triple H était un gros fan de Ric Flair. C'était un de ses lutteurs préférés quand il était jeune. Donc, ça l'a comme aidé un peu. Puis, ça a bien donné à ce moment-là. Ric Flair est devenu disponible aussi parce qu'il n'était pas là au début de la WCW quand il y a eu le merge avec le draft et l'achat. Fait que ça a comme bien donné que Flair se retrouve à WWE par la suite comme general manager en premier. Puis, il était. Il a pu le mettre là-dedans. Ric Flair, ils ont commencé à avoir du monde de l'Invasion au mois de mars à peu près, puis il est arrivé au mois de novembre, après ça, le lendemain sur la Series. Fait que c'est quand même. Oui, il était pas là pendant l'Invasion, mais c'est quand même pas un long si gap que ça entre les deux. Là. Ouais, je sais pas quand l'idée d'Evolution exactement a eu lieu. Là. Je pense que c'est un peu après, mais sûrement que dans la tête de Triple H, c'est le gars qui a plusieurs plans, sûrement que ça faisait un bout qu'il y pensait parce que. Ben, sûrement qu'il voulait faire un groupe de même bien d'avance, puis ça a donné qu'il attendait le bon moment. Là. Puis quand Flair est arrivé, ben ça a donné un manager aussi. Flair pouvait encore lutter à cette époque-là, parce qu'il était pas. C'était pas le main guy, mais quand même fait quelques matchs. Puis Flair, ça lui a redonné un peu une confiance. Ça, je vais en parler durant le. Ouais, parce qu'il venait de perdre. Dans le temps avant qu'il joue avec Triple H, il venait de perdre contre genre Rico, genre. Fait que... ouais, c'est ça. Ouais. Fait que je pense que c'est fou pareil quand tu penses que Flair. C'est bizarre que Flair perde contre Rico et que ça soit juste un gars genre nowhere, mais. Clean. C'est parce que c'était l'affaire que manque de confiance, puis Triple H voulait leur mettre dedans, mais tout le monde est là, genre Triple H, un crosseur, il va juste te fourrer, mais c'est ça. Ouais, exact, mais bref. Évidemment, Triple H a un historique avec les clans. On sait que c'est un fan des clans avec les Four Horsemen. Il a aussi formé la D-Generation X à 2 reprises avec Shawn, Rick Rude aussi à l'époque, China, et après ça avec les New Age Outlaws, X-Pac. Donc, il y a eu Hulk Hogan, you suck, pal! Ouais, la fameuse promo. Et évidemment, la clique en dehors aussi des storylines, qui reste un clan mémorable dans le monde de la lutte en dehors des storylines, qui a quand même marqué un moment spécial au Garden avec
le Curtain Call qu'on a parlé souvent. Fait que, il n'est pas étranger. Puis c'est fou pareil. Là, Flair et Triple H ont eu quand même des historiques de factions qui ont fonctionné à plein régime, les deux. Là. C'est quand même rare d'avoir plusieurs factions qui fonctionnent. Là, puis, des fois, c'est juste le timing aussi. Là. Juste Batista, la fois qu'il n'y avait pas vraiment un groupe par après, là, parce que Orton a eu Legacy. Là. Ouais. Legacy, ça aurait pu fonctionner, mais ça a été mal géré éventuellement quand ils ont emmené des gars comme. C'était qui le gars là, qui était dans la Samoan Family? Là? Manu. Manu, ouais, c'est ça. Manu puis Slim Snuka aussi. Peut-être pas le bon choix pour ça à ce moment-là, mais bon, écoute, à un moment donné. Live and learn. Comment? Live and learn. Ouais. L'idée derrière Evolution, c'était pour, évidemment, un peu rendre hommage aussi à Ric Flair, l'avoir de son côté, solidifier son statut de main eventer à Triple H pour être encore plus fort qu'il l'était déjà. On sait que dans le début des années 2000, c'est là qu'a commencé son vrai statut de main eventer, puis que l'année 2000 en général a dominé la scène du côté des main events. Là, il est quasiment dans tous les main events. C'était le top heel. Là. Exact, le top heel. Et aussi faire grandir les jeunes talents, faire évoluer le talent pour évidemment éventuellement construire des futurs main eventers, puis que la business continue à runner. Il savait qu'elle allait être là pour plusieurs années encore, puis à un moment donné, il faut que tu essaies de builder autour de ça. Fait que ça, c'est smart de sa part. C'est un gars qui a toujours étudié la business aussi. Fait il savait que ce que ça prenait pour faire ça, puis il savait que ça allait être utile pour le futur, puis que si éventuellement elle allait être à la tête de la compagnie, son plan allait marcher. Hein? Ouais, puis c'est ça. Avec Evolution, c'est ça, ce qui était intéressant, c'était vraiment le passé, le présent et le futur. Là. Fait que tu diras ce qu'on voudra comme faction, c'est pas mal cool comme concept d'avoir du monde de même, puis que ça marche pour vrai. C'est ça, puis que ça fonctionne, puis il y a eu à travers ça la faction au complet, la déchéance de la faction, puis aussi l'après-faction qui a eu des petits moments ici et là, des retours bien placés. Là, puis pas trop, je pense qu'il n'y en a pas eu trop des réunions d'Evolution. Des fois, à un moment donné, tu as des réunions qui n'arrêtent plus, puis tu fais comment, OK, là, à un moment donné, ça fait. Là. Mais non, je pense que ça a été bien. Puis il y a des gars comme Batista aussi qui choisissaient leur moment pour quitter puis partir, puis qui ne voulait pas revenir à n'importe quel prix. Je pense que Batista était smart, un bon businessman à travers ça. C'est un peu le Kevin Nash d'Evolution, selon moi. Là. Dans un sens. Là. C'est le gars business un peu plus que tout le reste à la fin. Flair va se joindre à Triple H éventuellement. Il s'avait moqué dans un épisode de Raw, il s'avait moqué de Triple H qui avait perdu son titre intercontinental contre Chris Jericho. Il avait été le nargué backstage. C'était un peu un tease pour ce qui allait se passer un peu plus tard. Puis dans la soirée, quand Triple H a attaqué Rob Van Dam, ça allait le frapper avec le Sledgehammer. Ric Flair est venu faire le save pour pogner le Sledgehammer, a teasé de frapper Triple H, mais finalement, il a frappé Rob Van Dam, puis est devenu par le fait même le valet de Triple H à partir de ce moment-là. Ouais, c'est arrivé à, je pense, c'est quoi, Unforgiven, la fin même, cette affaire-là? Tu parles du Sledgehammer, là? Mais il y avait un match contre RVD pour que ça arrive. Ouais, c'est ça. Ouais, il y a eu beaucoup d'affaires d'Evolution qui sont passées à Unforgiven. Des matchs de championnat et des moments marquants. Là. Ouais, mais ça, c'était quand la run de Triple H, là, le règne of terreur. Là. Ouais, exact. Le meilleur règne de tous les temps, selon moi. Yeah, right. Par le fait même aussi, Batista va être transféré éventuellement à SmackDown, où il va aussi teamer avec Devon Dudley pour être irrévérent Devon, il était son Deacon Batista. Exact. Le gars qui tient la canette. C'est écœurant comme nom Deacon, par exemple. Ah ouais, c'est nice. Tu sais, le pire, c'est que mettons, New Day avait eu un gars comme Batista juste pour être à côté d'eux autres, un big man. Mettons un Royce Keys dans le temps là, qui faisait le même genre d'affaires, non? Mais t'avais déjà Biggie dans le groupe, c'est comme un peu... Ouais, mais à part de ça, juste un gars qui lutte moins, mettons, là, tu sais que... Ouais, non? Mais ça aurait pas été aussi organique avec un gars de plus, là. À moins que ça aurait été un de leurs amis, là, mais... Ouais, ça aurait peut-être pas marché autant à ce moment-là. Le but aussi, c'est que, dans le fond, Triple H et Ric Flair vont éplucher le roster pour savoir en arrière-scène qui vont pouvoir former
qui vont choisir pour devenir éventuellement les futurs membres de cette faction-là que va être Evolution. Il y avait des vignettes qui avaient été tournées à l'avance que les 4 membres d'Evolution étaient censés être Ric Flair, Randy Orton, Triple H, et vous le voyez à l'écran sur YouTube et vous le savez probablement, Mark Jindrak, qui avait un bon gabarit, qui ressemblait un peu à Batista, mais qui faisait plus, tu sais, comme, genre, je sais pas, on voit ces photos, là, je trouve qu'il impose moins le respect. C'est que l'autre avec 2 plasters sur la tête. Avec des plasters puis des ribs, des ribs tapés. Ça, c'est le bon vieux temps. Hein? Ouais. Oh. Mais non, c'est ça. Il faisait un peu à part. Là, tu voyais qu'il y avait déjà une chimie entre les autres. Tu voyais que clairement, Orton, c'était le choisi depuis le début. Je pense que l'audition pour celui qui allait devenir le Batista était un peu plus compliquée. Parce que c'est toujours plus compliqué qu'un muscle guy. Parce que tu dis toujours, il va-tu se développer ou il va juste être un gars qu'on va traîner et qui ne sait pas lutter? Ce qui a été le cas pour Batista pendant une couple de semaines. Absolument. Puis même dans le monde aujourd'hui, hein, c'est toujours la même chose. On a eu on peut en parler à Hogan ou Taker là, qui ont eu, à cause de leur 16, ont eu des géants affrontés puis que ça n'a pas toujours été gage de succès. Là. Non, c'est ça. Malheureusement. Donc c'est ça. Éventuellement, pas Triple H, mais Ric Flair va devenir aussi le valet de Batista à SmackDown. Triple H va être à Raw puis il va comme manager les deux séparément. C'est ça. Ce qui est plate. Non, il était tout en Raw. Batista a été transféré à Raw puis il est arrivé puis il était avec Ric Flair. Ouais, mais Flair est allé à SmackDown au début, si je ne me trompe pas. Ça, c'est de mémoire, là. C'est pas de. Je pense pas. Peut-être une fois, peut-être pour le voir. Je sais pas. Le scout, ouais, c'est ça, pour le scout. Parce que je me rappelle qu'il luttait contre. Il y avait un match contre Justin Credible. Puis après ça, le match, Batista était arrivé backstage. Puis Ric Flair, il a comme applaudi. Puis quoi que ce soit, big guy. Ouais. Bon, ce qui était, c'est ça. Malheureusement, par contre, ça a mal commencé pour Evolution parce que dès le début que le clan s'est formé, Batista va se blesser sérieusement. Il va se tourner le pec, là, qui va avoir une absence de 8 mois. Puis à ce moment-là, en arrière-scène, Vince McMahon voulait que Batista soit remplacé par un autre membre. Et Triple H a vraiment insisté puis a réussi à tenir son bout pour dire non, on va continuer à 3. Puis quand Batista va être correct, on va le faire venir. Puis les storylines vont s'enligner pour ça. H a gagné son point pendant ce temps-là. Flair va commencer à manager Orton un peu plus fréquemment aussi. Il va manager les deux, mais va être un peu le gars qui va prendre Orton sous son aile. Puis, tu sais, c'est pour regarder des shoot interviews aujourd'hui, puis des entrevues aussi de Orton. Il en parle souvent de Flair, que il l'a guidé. Puis, tu sais, évidemment, il a lutté avec son père, Bob Orton aussi. Fait que c'était cool de voir ça. Puis, ça fitait bien Flair avec Orton. Je trouvais que les deux avaient une énergie assez dégageante. Puis après ça, quand Triple H avait besoin de Flair, ben, il y avait Triple H pas loin. Puis éventuellement, ça a soudé le groupe ensemble. Puis, ouais, c'est ça. Non, j'allais montrer cette photo-là aussi parce que je trouve bien drôle. Ouais. Évidemment, ça, c'est ça qui est le fun là, pour souder la chimie. Les lutteurs sont souvent sur la route ensemble. Fait que ce qui arrivait, c'est qu'ils assistaient à des événements. C'est une game de basketball, je pense ça. Oui, exact. Je ne l'ai pas mis l'autre photo, mais oui, c'est une game de basket où une photo qui a été prise que les 4 sont assis courtside. Puis que la photo, Orton était cœurant là-dessus, sa face. T'as-tu le goût de crisser une volée à Orton là-dessus? Là? Fait penser à quelqu'un, ça. Ah, merci. Puis, c'est ça, les événements caricatifs, des games sportifs. C'était juste pour que on voit comme le groupe soudé, exact. Après ça, évidemment, le vidéo d'Evolution avec la limousine, l'hélicoptère, qui représente bien le lifestyle de Ric Flair avec les voitures de luxe aussi. Donc, il était habillé propre. Fait que, tout le monde avait son compte là-dedans. Puis des businessmen. Fait que c'est cool qu'il ait fait des sorties de même. Puis que, ben, évidemment, il y avait les photographies des gens qui étaient sur place, mais il y avait un photographe de WWE qui a capturé ces moments-là pour que ça fit dans le narratif de la storyline éventuellement. Orton va avoir quand même une évolution assez rapide. Là. Il va avoir... I see what you did there. Ouais, je le lis pas mal souvent dans mon texte.
Il va avoir des combats importants. Il va être un champion intercontinental redoutable. Là. À ce moment-là, c'était pas mal le meilleur champion intercontinental de son époque. Avant ça, tu avais eu peut-être Chris Jericho qui avait eu des règnes intéressants aussi avant Orton. Mais c'était... Puis, ils ont fait aussi la bonne chose. Ils l'ont enligné, tu sais, dans le temps. Dans les années d'antan, tu avais la Workhorse, c'était l'Intercontinental, puis tu avais le Big Guy qui était World Heavyweight. Tu commençais par ça, puis tu évoluais avec ça. C'est comme un tremplin, genre, pour se rendre un peu plus haut dans le totem pole. Là. C'est ça. Puis tu sais, je vais prendre ça comme exemple avec la lutte d'aujourd'hui avec Sol Ruka qui a gagné l'Intercontinental. Je trouve que c'est la bonne affaire à faire de ne pas tout de suite donner la Big Belt, voir comment on peut carry une belt secondaire, si on veut, puis après ça, on va voir ce qu'elle a dans le cran. T'sais. C'est pas mal une seule bonne affaire que je pourrais dire là-dessus, dans le sens que pour la division féminine, d'avoir une belt plus basse, ça sert à ça, là, parce que sinon, avoir 3 belts féminines, c'est beaucoup. Là. Ouais, c'est ça, exact. Mais à part, tant qu'à moi, la US, c'est la belle de trop. Là. Ben, tant qu'à moi, c'est les tag teams de trop. Là, ouais. Mais je parle, mettons, autant gars que filles. T'as l'Intercontinental, t'as la World, t'as la Tag Team, t'en as assez. Là. Ah, mais c'est parce que t'as besoin d'une champion pour chaque brand. Fait que t'as pas le choix. Ouais, ça aussi, c'est une affaire que. C'est ça. Les rivalités contre Edge, les combats contre Edge aussi contre Shawn Michaels avec Randy Orton qui ont bien défini. Ouais, puis RVD puis Shelton aussi a fait des bons matchs contre lui. Là. Ça, c'était pendant ses règnes intercontinentales. Puis on savait qu'il y avait le charisme. Après ça, dans le ring, on voulait savoir comment il allait se débrouiller. Puis c'est un peu. Quand tu es capable de worker contre des gars qui sont bons dans le ring. Tu sais, vous le savez, là, Shelton, vous le connaissez aujourd'hui, mais Shelton, là, à cette époque-là, il aurait pu être World Champion. S'il y avait eu un peu plus de charisme, Shelton aurait été World Champion parce que souvent, c'était lui qui faisait le meilleur match sur la carte dans le mid-card. Là. Il y avait tout pour réussir, pour vrai. Là. Puis le pire que ce gars-là, man, le monde le voit puis il cheer encore tellement qu'ils ont de respect pour Shelton. Là. Parenthèse, j'ai vu une vidéo avec Xavier Woods sur les réseaux sociaux hier, là, avec Shelton puis Xavier Woods qui se teasait. Là. Fait que, je trouvais ça nice. Il change pas en plus, Benjamin. Il reste la même face. Peut-être. Lui, Bobby Lashley puis R-Truth, il change pas. Il a grossi par contre. Là, il est moins mobile qu'il était, là, mais. Ouais, c'est encore drôle. Ouais, mais il vieillit aussi. Tu sais, son saut par le 103e corde, c'est sûr qu'il n'y a plus autant de hauteur, là, mais ça fait partie de la game. Je vais revenir à son match, évidemment, à Backlash, à Randy Orton, un match qui l'a vraiment propulsé après ça vers les hauteurs et les main event sphere. Mais avant ça, il va avoir Triple H va finir par perdre son titre de championnat mondial contre Goldberg, qui était depuis pas longtemps la WWE. Il va même, dans le fond, c'est drôle parce que quand Goldberg va battre Triple H, après ça, Triple H va mettre un bounty sur la tête à Goldberg là, qui va demander une rançon pour celui pour essayer d'avoir la peau de Goldberg. Batista est revenu. Exact. Personne ne va pouvoir réussir à le faire jusqu'à temps que Batista arrive, il va l'attaquer. On se souvient qu'il a mis la chaise aussi dans le pied là, pour essayer de le blesser. Toujours red, ça. le classique. Ou dans le cou. Hein, avant, il mettait le gars dans le cou, puis là, soit qu'il sautait ou soit que la musique partait au même moment. T'sais. Ouais, puis quand c'est Shawn Michaels, ben, aussi qui pesait sa chaise, tu voyais la capsule. Là, ouais, c'était malade. Fait que ça tombait super bien parce que Goldberg, c'est un powerhouse. Fait que le fait que Batista revienne, c'était un peu l'equalizer d'Evolution. Par contre, même après le retour de Batista, le match d'après contre Goldberg, Triple H n'a pas réussi à remporter le combat malgré l'intervention des 3 d'Evolution. Puis je pense qu'avant ça, il y avait une petite mini-feud aussi avec Triple H et Kevin Nash, là, qu'il y avait genre. Bad Blood. Ouais, Kevin Nash, Shawn Michaels, Booker T contre Ric Flair, Orton puis Triple H, je pense aussi. Là. Ouais, c'est quand Triple H gardait il avait utilisé Evolution pour. C'était pas Orton, c'était Jericho. C'est Jericho qui était avec Ric Flair et Triple H contre les 3 autres. Ouais, parce qu'Orton avait ses combats de championnat intercontinental. Ou il n'était pas l'un des deux. Ouais, parce qu'il y a eu des problèmes aussi par rapport à. Pendant ça. Ouais, c'est ça, Batista revient. Après ça, c'est ça, il n'a pas réussi à battre. Il a perdu sa ceinture contre Goldberg dans le rematch, il n'a pas réussi à le battre malgré le retour de Batista.
Par contre, au mois de décembre de la même année, il va y avoir quelque chose d'intéressant pour Evolution. Randy Orton va toujours conserver son titre intercontinental. Flair et Batista, eux autres, vont réussir à remporter les championnats par équipe contre les Dudley Boys. Dans un match correct. Et Triple H va enfin réussir à battre Goldberg pour faire le classique de toutes les bonnes factions, devenir champion. tout le monde est champion. Puis, bon, c'est ça, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, souvent c'est ça le but d'un clan. Là. Ouais, c'est pour montrer qu'ils sont dominants et qu'ils peuvent gagner toutes les belts quand ils veulent. Là. C'est normal. Là. C'est juste que des fois, ils le font un peu trop. Là. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, ça dépend aussi de la faction. Tu sais, j'aime le fait que Evolution ait les Gold parce que, tu sais, c'est des gars chics, l'art va bien sur eux autres. Tu sais, ça fit avec un peu le décor, la couleur aussi de la faction. Il était bien brandé, là, je vais dire ça comme ça. C'est un peu. Tu sais, quand j'ai vu le logo d'AEW, la première année, la première fois que j'ai vu AEW, premièrement, ça me rappelait beaucoup notre logo de NWE dans le temps. Ça avait genre les mêmes couleurs. Puis, tu sais, le Gold Evolution aussi, qui était très beau, très bien fait, le jaune gold. Là. Fait que, tu sais, le brand et la présentation est importante aussi dans peu importe ce que tu fais. Là. Donc, c'était très bien représenté. Fait, comme je disais, ben, tout le monde va devenir champion à la fin de l'année. Puis, c'est ça. Après, j'ai un message en même temps de Kevin. Ah ouais, bon. On le salue s'il écoute Evolution. Tu m'as texté pendant que. Inception. Oui, exact. Par contre, pour le Road to WrestleMania, les chemins vont un peu se séparer pour Evolution pour Evolution, en fait, parce que, bon, on sait qu'au Rumble, avant d'arriver à WrestleMania, Orton va avoir une belle performance dans le Rumble de cette année-là. Il va être un peu le MVP Worker, on peut l'appeler comme ça, de cette année-là, sans nécessairement remporter le titre qui avait été remporté dans cette année-là par Chris Benoit. Triple H, lui, va affronter un ancien coéquipier en Shawn Michaels dans Last Man Standing, c'est ça? C'était Last Man Standing match où il n'y avait pas eu de gagnant, évidemment. Là, ouais. Les deux étaient restés au sol. On se demande qu'est-ce qui va arriver dans ce temps-là. Ouais, c'est ça. T'as-tu quelque chose à dire dans ce moment-là? C'est un bon match, là, un Rumble. Ah ouais, je me souviens de ce match-là. Rumble 2004, c'est un bon show. Là. C'est vraiment avec la fin qu'on connaît tout, avec Chris Benoit qui gagne. Là. Mais non, c'est un bon show, Rumble 2004, pour vrai. Avait éliminé Big Show avec la guillotine à la fin. Là. Ouais, genre tranquillement. Là. Le poster de WrestleMania, pas de WrestleMania, mais le Rumble 2004, non, c'est pas Triple H dessus, c'est-tu Triple H? Ouais. Il me semble qu'il y avait juste un gars dessus. Parce que je me souviens de 2003, c'était comme genre un. Ouais, Cena dessus. Ouais, t'as raison. En jaune, un peu couleur d'Evolution, si je me trompe pas. Rumble 2004, je pense que c'est ça. Je pense que c'est Cena. Ouais, je pense que c'est Cena, t'as raison. Je l'avais en DVD, ce pay-per-view-là. Ouais, on l'a tout eu en DVD, je pense que c'est là. Oui, avec la chanson. Je me souviens de ce match-là, de la semaine standing-là. Dans ce temps-là, je commençais à faire des montages vidéo, puis j'avais fait un montage avec ce match-là sur l'ordi. Là, on remonte à loin quand même. Là. Ouais, il y avait aussi, je pense, Eddie contre Chavo, cette carte-là aussi dans le. Ouais, c'est juste un petit match de même là, pour. C'est pas c'est celui-là qui. Non, c'est 2003 qu'il y avait Benoît contre Angle, c'est l'année d'avant. Ouais, 2003, dans un des matchs que le monde ne parle pas assez souvent. Ben, on sait pourquoi il n'en parle pas, mais ouais, c'est ça. Un des meilleurs matchs, un des très, très, très bons matchs de l'histoire. Puis, bon, je suis pas surpris là, quand tu mets ces deux gars-là ensemble. Ouais, c'est ça. Le Road to WrestleMania, ben, on l'a dit tantôt. Benoit a gagné le Rumble, Triple H et Shawn Michaels ont fait un draw, donc éventuellement, ça va mener à un three-way triple threat match pour la ceinture heavyweight de Triple H à WrestleMania 20. Et Evolution, Ric Flair, Batista et Orton vont avoir la chance d'affronter dans un handicap match Rock and Sock Connection qui se sont reformés pour cette soirée-là. Ouais. Vas-y, qu'est-ce que t'as? Non, mais c'est parce que je checkais la carte de Rumble 2004 pour me rafraîchir la mémoire. Vas-y, c'est correct. C'est ça, il y a Batista et Ric Flair contre les Dudley Boyz dans un table match. T'as Rey Mysterio contre Jimmy Noble pour le Cruiserweight. T'as Eddie contre Chavo, comme j'ai dit. T'as le Rumble. T'as Triple H contre Shawn Michaels dans la semaine standing. Puis t'as Brock Lesnar qui défend sa ceinture contre Big Show. Hardcore Ali. Pour vrai? Ouais. Big Show, c'était en 2003, hein? Lesnar contre Big Show? Non, oui, au Rumble, mais c'était pour un spot dans le Rumble match. En 2004? 2003.
Ah, 2003 avec le Hilton Damon, c'est ça? Ça, c'était à Survivor Series 2002, mais oui, c'était quand il était avec Big Show. Là. Merci, l'encyclopédie. Big Show qui a mis Zolera, là. Ouais. Yes. Puis, ben c'est ça, dans le fond, en ce soirée-là, Triple H, le leader d'Evolution va perdre sa ceinture contre Chris Benoit dans un des meilleurs matchs de tous les temps de WrestleMania, puis un des très bons main events de tous les temps aussi. Ouais. En tout cas, le meilleur match de l'année 2004, ça c'est sûr et certain. Qui a été nommé aussi par plusieurs sites, dont Pro Wrestling Illustrated puis Wrestling Observer, si je ne me trompe pas aussi, quoique d'avoir nommé un match du Japon entre ça, là, mais... Ouais, c'est meilleur que lui. C'est meilleur que lui. Ouais, ça m'étonnerait. Mais bon, chacun ses goûts. Hein, tous les goûts sont dans la nature. C'est ça, exact. Et après ça, ben, Triple H va avoir la chance d'avoir son rematch à Backlash dans le même Triple Threat match qui était aussi excellent aussi. Un très bon match aussi. Que Benoit va conserver. Mais cette soirée-là, c'est pas Triple H qui non seulement pas gagné la ceinture, regagné la ceinture, mais pas volé le show non plus. Celui qui a volé le show, c'est un autre membre d'Evolution, et c'est Randy Orton dans sa bataille contre la légende du hardcore, Mick Foley, dans un combat Street Fight. C'est Street Fight ou hardcore? Street Fight, hein? C'était pas par un compte de 10? C'était pas la semaine standing? Non, c'est un pin. C'est un pin. Non, c'est un Street Fight. Non, il a gagné qu'un pin, j'en suis. C'est un Street Fight, RKO. Ouais, RKO, c'est okay. ouais. Puis, non seulement Foley a fait comme qu'il fait d'habitude puis qu'il a mis le monde over, mais ce qui a retenu l'attention, c'est que Randy Orton a gagné le respect de ses pairs et les fans cette soirée-là en mangeant des bombes, puis qu'un jeune de sa stature, puis il n'avait pas besoin de faire ça à l'époque dans le sens qu'il était déjà bien placé sur la carte, mais il a fait un petit oomph de plus pour aller chercher le respect. Puis à partir de ce moment-là, c'est un peu là que ça a décollé pour Orton. C'est ce match-là qui a fait que Orton, après ça, a fait comme OK, ça va être de guy going forward. Là. Ouais, puis c'est comme un peu comme vous l'avez fait pour Triple H, là, le genre de match qu'il avait fait pour le mettre sa map comme Big Main Eventer, même s'il était déjà un petit peu. Là. Mais ça, puis dans ce combat-là, c'était vraiment bon, je me rappelle. Il y avait un spot à Mané où il y avait un 2x4 avec du barbelé dessus, puis il voulait l'allumer en feu. Puis le Bischoff qui était déjà arrivé, arrête ça tout de suite, sinon on va perdre le pay-per-view, on va perdre le feed. Il l'avait pas fait, puis il l'avait frappé juste avec le sans-feu, je pense. Mais c'est quand même, c'est ça, c'est quand même vraiment intéressant. Ouais. Puis l'RKO, c'est tac aussi. Ouais, pour vrai, c'est un match que je vais réécouter. Ouais, Orton, ça va pour faire l'RKO, puis il faut juste le pousser, puis il tombe sur les tacs, puis il fait là. Ça va là. Ouais, parce que à ce moment-là, tout le monde s'attend à ce que Foley mange les bombes parce qu'on est habitué. Ouais. Mais que Orton mange ça, c'était vraiment, vraiment spectaculaire. Puis, wow, bravo. Bravo pour ça. Puis, une affaire que je me rappelle aussi dans cette storyline-là, c'est quand il avait punté Foley en bas des marches, là, il y avait le backstage. Ouais. Là. MSG, je pense, c'était. Ouais, c'est toujours de quoi qui me restait dans ma mémoire. Là, fait que... Puis il a craché dans la face aussi, puis Foley était parti. Là. Ça, c'est important que tu le dises parce qu'il y a un callback après ça dans l'histoire d'Evolution pour le crachage dans la face. Là. Ouais, c'était dégueulasse. Ouais, pour vrai. Ben, tu sais, pour la storyline, je le ferais aussi, là, probablement. C'était correct, j'avais aimé ça, cette affaire-là. C'était cool. Tu le ferais-tu, toi, mettons, pour une storyline qui vaut la peine? Faire cracher dans la face? Ouais. Bah oui. Il est ici. Ça vaut pas la peine, ici. OK. Non, à travers l'écran, tu sais. Ouais. Non, je salue mon écran encore. Pour ajouter un peu l'insulte, éventuellement, les Tag Team Titles vont changer de main aussi. Benoit et Edge vont battre Flair Batista pour remporter les ceintures par équipe. Puis Benoit avait été aussi champion. Puis Edge va battre Orton aussi pour lui enlever son titre intercontinental qui avait duré, je pense, relativement entre 8 à 10 mois, je pense. Là. Ça avait été quand même un long règne. Là, pas trop long, mais juste assez. Ouais. Juste assez pour faire que comme ça vale la peine puis qu'on en parle encore aujourd'hui que ça a été un des très bons en champion intercontinental avec encore une fois une bonne évolution. 210 jours. C'est très bon. Parfait. Triple H, lui, va avoir le droit à un rematch contre Chris Benoit un peu plus tard à Raw dans un Iron Man match qui était un peu sa dernière chance de redevenir World Heavyweight Champion. Puis fait intéressant, dans ce même Raw-là, il y avait une Battle Royale aussi.
qui a été remporté par Randy Orton. Donc, le gagnant de cette Battle Royale-là avait une chance au titre WWE. Donc, Orton avait remporté ça. Fait que potentiellement, on avait une chance d'avoir un match entre Orton et Triple H. La photo me fait crissement rire de Triple H avec la bouche ouverte. Là, mais... puis Ric Flair pour le titre World Heavyweight. Puis possiblement une implosion aussi d'Evolution. Par contre, Benoit avait remporté le combat contre Triple H dans le Iron Man match. Ouais, à cause de Eugene. Ouais. C'est aussi la storyline où Evolution niaise Eugene. C'était cool. Ben, il niaisait pas. Il fait semblant d'être son ami, puis c'est ça. Là. C'est ça. Mais à un moment donné, il disait que... Ben, en fait, il y a deux personnes qui ont joint Evolution, si on veut. Il y avait Kane au début. Ouais. Où ils ont demandé à Kane d'être dans Evolution, puis il ne voulait pas. Puis ça a amené éventuellement à ce que Kane perde son masque là, dans le règne de la terreur. Là. Puis Eugene, c'était Eugene, c'était. Il y avait-tu des faveurs? Il était-tu ami avec Regal dans ce temps-là? Oui, il était avec Regal. Hein, c'est Regal qui l'avait pris sous son aile parce que c'était pas lui qui voulait le prendre, c'est Bischoff qui avait dit à Regal, t'es pas allé avec, fait qu'arrange-toi. Là, parce que c'était le neveu de Bischoff, Eugene, le storyline. Là. Ouais, c'est vrai. C'était cool, pareil. Je sais que ça a beaucoup de flack parce que c'est genre, il fait un handicapé puis whatever, mais c'est quand même, je trouve ça quand même cool. Le gars Nick Dinsmore, le gars qui faisait Eugene, était excellent dans ce rôle-là, là, pour vrai. Là. Ben oui. Puis il a tenu longtemps le rôle, puis c'était un bon lutteur à la base, Dinsmore. Ah ouais. Ouais. Puis tu vois, j'avais essayé d'être ami avec parce qu'il voulait avoir des faveurs, whatever, puis tout. Puis lui, il était Batista, Triple H, Batista, Flair, puis Orton, il était genre, tabarnak, qu'est-ce que tu fais? Il arrivait dans le backstage, puis il était genre, tout le monde le regardait croche, toi, je le regardais avec une grosse paire d'en face, là. Ben, c'est correct, Eugene, il n'y a pas de problème. Mais tu sais, on dit que c'est plus d'époque aujourd'hui, mais ça existe encore des bullies, là. Oh, ouais, tu sais, dans un film, tu peux en avoir des affaires de même. Fait que pourquoi à là, tu pourrais pas? Tu sais, c'est pas nécessairement faire de quoi pour rire quelqu'un. T'explores des choses de la vie qui arrivent encore. T'as un méchant, puis t'as un gentil en ce gars-là, puis t'as des gentils qui peuvent prendre la part aussi de quelqu'un qui a un handicap. Je pense que l'histoire peut se raconter encore de la bonne façon. Hein. Ouais, puis le Triple H, c'est genre le lutteur préféré d'Eugene. Là. Ouais. C'est pour ça qu'il y avait l'affaire d'envers, puis il crachait son nom comme Triple H. Là. You're Triple H! Ouais. Puis il y avait un segment qui était comique en Christ. Oui, quand je pense que Eugene était GM, puis il fallait que Triple H aille parler, puis il disait viens dans une casserole avec moi, puis il rebondit ça, puis il parlait. Là, c'était malade. Il parlait en même temps. Ouais, Triple H avec ses cheveux et sa belle sauter de même. Là. Eugene, arrête. Oh, man, c'était des beaux segments backstage. Puis, ouais. Il y avait un bon match entre Eugene et Triple H. C'était à quel le show, ça? SummerSlam 2004, le même show qu'Orton a gagné à Belt. Ah, pour vrai, c'était à SummerSlam? Ouais. Wow. Ouais, c'est à Toronto, puis la foule était en pro Triple H dans ce combat-là. Ah ouais, je me souviens pas de ça. Ah ouais. C'était genre Bizarro World un peu, là. C'était genre ça qu'il disait, là. Puis il y avait un match dans la soirée, c'était Batista contre Jericho contre Edge dans le Triple Threat, puis le monde lui Edge, puis c'est le gars de Toronto. Fait que... Ouais. Puis Orton, c'est pas Cheery aussi, là. Ouais, absolument. Ben, les deux, là, lui, les deux en même temps, mais il n'y a pas eu de bout pour Benoît, là, mais oui. Non. C'est juste que, malheureusement, le règne de Benoît, les matchs étaient bons, mais le reste, c'était flat un peu. Fait que... ouais, mais les matchs étaient bons, c'est ça. Bref, c'est des bons souvenirs. Puis je vais mettre ça sur ma bucket list, le match pour voir Eugene contre Triple H, parce que c'est... Ouais. Puis Dinsmore, s'il n'avait pas lutté contre à Ring of Honor contre Bryan Danielson, à un moment donné, ou quelque chose de genre? Non, à moins que tu tombes avec Kamala, peut-être. Oui, non, je pense pas que je me trompe entre Bryan Danielson et Kamala. Non, mais Danielson contre Kamala, c'est arrivé à Ring of Honor, ce match-là. Ouais, mais il me semble Dinsmore a fait des matchs de ce style. Peut-être pas à Ring of Honor, mais sur les indépendants contre... je sais pas, je pourrais pas te dire. Je suis pas mal certain de ça. Bref. Fait que, ouais, c'est ça, je t'ai rendu avec tout ça. Ouais, à SummerSlam 2004, tu parlais de Triple H contre Eugene, mais c'est aussi la soirée que Randy Orton, contre toute attente, est devenu le plus jeune champion de l'histoire de la compagnie en battant Benoît, en remportant le titre. Évidemment, pour les raisons qu'on sait, ce match-là puis ce championnat-là est jamais mentionné dans l'historique parce que... Ben, il est mentionné, mais il est mentionné, mais jamais contre qui. Ouais c'est ça. Donc, c'est
C'est malheureux, mais bon, c'est ça. C'est comme dans le temps du Rumble, quand ils disent « Ah, il y a 3 lutteurs qui ont gagné le Rumble en tant que premier, dont Shawn Michaels et telle personne. » C'est qui les autres? C'est qui le troisième? Ils disent-tu les 2 autres? Ben, je sais pas. Je pense que oui, là. Je sais qu'il doit sûrement en parler, là. OK. Fait que c'est ça. Orton devient le plus grand champion, le plus jeune champion. Evolution va venir après aussi le show pour célébrer. À Raw le lendemain, ça. Ben, ils sont venus après le match aussi. Non, il y avait juste Non, Orton ils n'étaient pas venus après le match? Non, il y avait Orton tout seul. OK. Ouais. Bon, ben, à Raw le lendemain. Mais à Raw le lendemain, il y avait eu le rematch aussi contre Benoît, exactement. contre Benoît. Fait qu'il y avait eu la célébration au début du show. Ouais. C'est eux autres qui ont ouvert le show. Ouais. Ben, c'est juste, il y avait juste Orton tout seul qui a commencé le show. Ah, Evolution n'était pas là? Non, il y avait Orton qui est arrivé tout seul, puis Benoît est arrivé pour Ah oui, t'as raison, ils ont gardé ça pour la fin. Ouais. Fait que c'était comme un genre un red flag en partant, là, que les 2 fois que la belt ne vient pas le célébrer avec lui, quand on a vu ça plein de fois, là, cette affaire-là. Fait que, tu sais, qu'il soit pas là, c'est comme un peu un red flag, là. Est-ce que tu t'en attendais à l'époque que c'est arrivé? Aucune idée, non. Il me semble que non. Ça me semble pas. Mais non, j'étais surpris au bout quand c'est arrivé l'affaire, là. Ben, je me souviens m'avoir dit, bon, éventuellement, ça va péter, là, parce que c'est pas normal. Ouais, là. on savait tous que c'était pour éventuellement, Triple H était pour être jaloux, whatever, puis Orton était prendre plus de place que Triple H, puis était pour faire de quoi, puis si Orton qui est copré, là, mais au moment même, je savais pas que c'était pour arriver genre là. Exact. Mais il y a eu des segments backstage, me semble, avant le match aussi, par exemple, qui ont montré Evolution avec. Je pense que Triple H. Triple H avec Orton, ouais. Il avait fait un pep talk à Orton parce qu'il était genre un peu nerveux, puis il a dit, il avait pogné par la face, il disait que t'as pas, Evolution est la solution. C'est ça. Puis après ça, ben c'est ça. Et voilà. Orton va remporter son combat contre Chris Benoit. Et après le combat, dans des moments marquants qui vont marquer notre jeunesse puis notre imaginaire historique à tout jamais. Le fameux on célèbre Batista qui, au début, passait proche d'échapper Orton, puis l'autre, il pogne la tête, puis qu'il joue avec la tête, avec ses cheveux. La tête avec les Et le fameux pouce dans les airs, là, que c'est vraiment. Oh. Puis là, à un moment donné, il l'overjoue. Là, il est vraiment comme. You're the man, you're the man. You're the man. Ouais. Boum. Puis à ce moment-là, il dit go, drop les. Puis Orton est là. Quoi, non. Puis il fait genre juste un fuck. Ouais. Puis évidemment, le gros beatdown avec la ceinture, éventuellement le sang aussi, là, parce qu'il va le busted open. Là. It'll never be you. Mais c'est vraiment. Ou ben Batista qui dit You're nothing without us. Ben voyons. Ouais, je me rappelle. Là. mais pour vrai, là, la Big Gold, là, c'est que la ceinture, je trouve qu'elle fait la différence dans le prestige. Elle look tellement, là, qu'elle est tellement belle, cette ceinture-là, que c'est genre, wow. Ça marche au bout. Là, ça, c'est une belle affaire qu'ils n'ont pas faite. Genre, c'est WCW, mais qu'on ne veut pas l'avoir. Fait que, c'est parce qu'il y a de belles affaires qui auraient pu recommencer au début, faire une nouvelle belt, puis c'est la World Heavyweight. Mais non, ils ont pris la même main, puis elle est trop belle pour la laisser de côté. Fait que, je suis content qu'elle ait fait ça. Là. Ouais, exact. Après ça, ben, la semaine d'après à Raw, ça c'est un peu drôle parce que tu sais, le heel cocky qui pense que tout y est dû. Là, ça, c'était nice, par exemple. Ça. Il beat down. Il beat down Orton, puis il dit. Il call out Orton, dans le fond. Là. Ouais, il dit donne-moi la belle, puis Orton vient sur le ring, puis c'est comme si genre, il fait c'est de ma faute. Il regarde juste à terre avec la belle de même, puis il se promène tranquillement. Là, ça, c'était balade. C'est comme un enfant qui vient de se faire chicaner, puis qui dit ben oui, t'as raison. Viens me donner le jouet, là. Viens me donner mon jouet, là. À ta soeur. Puis évidemment, il tend la ceinture comme s'il allait y donner. Puis après ça, il arrête un peu son. Tu vois, ça va platir. Tu vois, ça va. Il fait genre un petit. Il rit, puis fait ah ouais, je savais, merci. Puis ça va platirer. Puis Orton, il regarde, puis là, l'autre fait. Il le regarde, puis il fait genre. Puis après ça, évidemment, ça qui arrive. Là. Et voilà, il va y cracher d'en face. Puis après ça, il va se sauver avec la belle dans les estrades. Là. Je me souviens qu'il avait posé genre ses ramps en haut. Puis. Je pourrais il s'est fait cracher dans la face, il se retourne d'abord, puis là, mon tabarnak, puis il se retourne, puis il reçoit un coup de belt. Ouais. C'était vraiment, vraiment, vraiment parfait. Puis, tu sais, l'affaire avec Triple H et Orton, c'est qu'ils ont toujours eu des bonnes storylines.
rendu au match, c'était moins ça, c'était plus difficile. Mais avant qu'on se rende là, je veux qu'on reparle aussi. Il y a eu des moments aussi dans cette rivalité-là. Dernier Vas-y, petit quelque truc chose, dernier petit truc sur l'affaire du heel turn turn. contre Orton avec le thumbs down. Là. Ce que je Ouais. trouve intéressant dans ces segments-là, souvent, c'est la part des commentateurs à Jim Ross puis Lawler. Là. Parce que c'est cool, parce que il aurait pu parler tout le long puis enlever ça, mais aussitôt que ça arrive, il arrête de parler, puis tout le long du beatdown, ils disent pas un crise de mots, à part de fois en temps, genre, oh my god, enfin, même, mais ils disent pas Triple H, Shuttle contre Orton, puis Orton, ils ferment leur gueule, puis ils laissent le segment aller. Là. Je trouve ça intéressant quand les commentateurs font ça, là, quand c'est important, puis pas juste parler par-dessus. Ça rajoute, genre, le moment, puis la foule avait tellement réagi, puis là, le fait qu'ils parlent pas, c'est que tu entends aussi Triple H puis Batista parler, là, puis Flair aussi. Là. Fait puis c'est comme pas. Ils sont pas micés. Fait que c'est un peu à la Reigns là, qu'on avait vu quand Reigns commençait à talk shit Jey Uso dans la pandémie. Là, eux autres, c'était plus micé, c'était plus voulu. Là. Il n'y avait pas de monde non plus dans l'assistance. C'est ça, là, mais tu sais, c'est. De temps en temps, quand c'est un gros segment comme ça, puis sûrement que ça avait été pensé puis réfléchi avant aussi. C'est sûr, certain. Là, mais, les pros, J.R. King aussi, là, fait que ça aide beaucoup. Là. Genre, t'as raison de le mentionner, ça, c'est vraiment... Puis c'est des petits détails comme ça, des fois, dans la lutte, qui fait que quelque chose peut vraiment pogner ou pas pogner, là, c'est d'aller chercher un peu de sympathie, puis ceux qui l'écoutent à la maison, qui sont vraiment investis dans l'histoire, puis qu'on veut prendre pour Orton, parce que finalement, on sait que c'est l'autre le trou de cul. Là. Ouais, c'est ça. C'est un bon apport, ça, mon cher TJ, bravo pour ça. Puis c'est ça, évidemment, ce qui est plate de ce règne-là de champion de Randy Orton, c'est que ça n'a pas duré longtemps. Là. Le pay-per-view d'après Unforgiven, Triple H va le battre. Ouais. Puis éventuellement aussi, il y a le segment aussi avec le gâteau. Là, c'est le lendemain à Raw. C'est le lendemain, hein, c'est ça. Ça, c'est malade, ça. C'est hot parce que c'est comme tu as eu la célébration manquée d'Orton, puis là, tu as la célébration du retour de champion de Triple H. Puis il sort du gâteau, puis tu sais, on n'est pas dupes. Là, on le savait tous que le gâteau qui était là, qu'il y avait quelqu'un dedans. C'est quand même drôle pareil de voir le gâteau, puis après ça, il y a partout sur tout le monde, Batista, Triple H, puis Flair. Là. Flair qui fait ça dans le gâteau aussi. Ah ouais, c'est ça. Ben oui, Flair, c'est Dieu aussi. Puis, tu sais, c'est drôle parce que j'avais cette discussion-là avec quelqu'un récemment qui me disait, puis je t'en ai parlé en privé, c'est que, tu sais, quand quelqu'un est vraiment bon, puis qu'il a vraiment tout pour réussir, puis que tu vois qu'il n'est pas d'implant, puis qu'il perd tout de suite, puis que finalement, la storyline est botchée. Oui, tu as ce que tu vois à télé, mais tu as aussi backstage. Puis, dans ce cas-là, à ce moment-là, la raison pourquoi Randy Orton a perdu la belt, c'est parce qu'il y avait des problèmes en arrière-scène. Puis c'est pour ça qu'ils ont enlevé la belt. C'est pas parce qu'ils ne croyaient pas en lui, c'est que, dans le fond, ça a comme coté short à cause de ses problèmes à l'extérieur du ring. De ces niaiseries qu'il a fait. C'est frasque. C'est niaiseries qu'il a fait. Donc, à l'époque, je ne le savais pas, mais ça fait plus de sens avec tout ce qu'on sait aujourd'hui parce que make no sense qu'Orton perde la ceinture 3 semaines plus tard. Là. Pour vrai, c'est... Ouais, mais des fois, ça arrive les Talon qui sont short aussi. Ça peut arriver. Là. Oh ouais, mais c'est ça, tu sais, je veux dire... On était tous tannés de voir... Vous étiez tous tannés de voir Triple H comme champion à ce moment-là. Mais c'est ça. Non, pas toi? Ben, pas moi, mais non. Moi, j'étais pas tanné. Puis, je suis quand même content que ça soit à cause de ça, puis que ça soit pas à cause du mauvais booking nécessairement, que ça soit juste comme mal ficelé. Là, fait que, mais il y avait beaucoup été dans la storyline d'Angle, c'est qu'Orton avait des commotions un peu, fait que des fois, il mangeait un chat, puis il était genre les yeux dans la graisse de bine. Là. Ça aussi, je l'ai fait à cause mais de... Ça, c'est normal. Ouais, exact. Mais aujourd'hui, je niaiserai plus parce que je pense que ça n'a pas aidé à ma perte de mémoire éventuelle. Avec qui je fais déjà? Avec qui je fais le podcast déjà? Avec Shawn Michaels. Ah, je pensais que c'était la poune. Non, elle est morte, la poune. Ça fait un bout de temps. Ouais, hein? Ouais. La rousse est douce. OK. Je n'irai pas plus loin avant de... Elle disait tout ça? Ben oui, c'est la pub de bière, je pense. La rousse est douce. Pas ici qu'on va gagner du momentum avec les jeunes de 18-35 ans. Hein? Yo les jeunes!
Toujours dire cette affaire-là, c'est toujours drôle. Heureusement, à ce moment-là, pour Batista, que lui commençait à prendre du galon petit à petit, commençait à faire des meilleurs matchs. Ses présences étaient un peu meilleures sans être over the top. Triple H qui va redevenir champion, qui va continuer à jouer le Heelish heel, puis il va trouver des défaites pour pas avoir ses combats de championnat, dont une fois qu'il va faire semblant de s'avoir fait attaquer par Batista pour pas avoir son combat contre Benoît. Ils vont teaser aussi une dissension dans l'Evolution, comme quoi que il chicanait, puis que bon, avec ce qui est arrivé à Orton, Batista va y remettre sur le nez. Puis tout ça était juste un tease, puis après ça, ils vont rire de ça parce que c'était des plans pour sortir Triple H du pétrin à des moments opportuns où il était dans le trouble un peu. Mais par contre, pendant qu'eux autres teasaient ça juste pour teaser ça, la foule commençait à être du côté de Batista pour vrai, puis à espérer que Batista se tourne contre Evolution. Fait que, des fois, on dit que Vince n'écoutait pas les fans. Bon, Triple H a sûrement son mot à dire dans l'histoire d'Evolution aussi. Ouais, à ce moment-là, ils ont fait comme « Ah ouais, ça vous intéresse? » Fait que, tranquillement, ils ont commencé à faire un slow build avec Batista qui commençait de plus en plus à répondre à Triple H, à y faire peur de temps en temps, des petites répliques. Des fois, il parlait à Triple H, puis Triple H était comme. Il riait un peu jaune, puis oh, OK. Ouais, mais ça, lui, avec la belt, là, tu checkais la belt souvent de Triple H là, quand il regardait pas, puis c'est ça. Ouais. Honnêtement, là, c'est un des meilleurs build-up que WWE ont fait là, dans les dernières années. Là, on a eu la Bloodline la première fois. Là, on commençait à être un peu tanné, là, mais c'était vraiment bien fait. Puis, ce qui était nice aussi, c'est qu'ils vont continuer à faire ça, ils vont teaser. Puis, Batista va devenir de plus en plus agressif. Puis, comme je disais tantôt, il va avoir un match d'aspirant numéro 1 pas longtemps après que Orton va avoir une autre chance. Fait que c'était Orton contre Batista. Et le gagnant allait affronter Triple H au Rumble. Donc, on avait la chance, encore une fois, de voir Batista contre Triple H pour un peu comme le même scénario qu'ils ont fait avec Randy Orton l'année d'avant. Ben, c'était pas vraiment plus pour stopper Orton d'avoir title shot qu'il voulait faire ça ouais. Batista contre Triple H. Non, mais je parle dans le sens pour les fans. Là. Ouais. Ça, c'était pour stopper. Mais tu sais, veut pas. Si Batista gagnait, il était quand même aspirant numéro 1. Après ça, tu pouvais commencer à dire oh, là, il va penser que c'est peut-être son temps. Ce qui était le cas. Mais malheureusement, Orton a gagné. Et c'est lui qui a eu le combat de championnat au Royal Rumble. Puis encore là, ça faisait un peu partie de la punition d'Orton. Au début, il voulait faire contre Triple H à WrestleMania. Mais vu que il avait fait ce qu'il avait fait en arrière, c'est que malheureusement, là, ils ont dit bon, ben, on va le faire au Rumble, ce qui est un peu une punition parce que c'est pas le gros show. C'était le deuxième plus gros show à l'époque. Là, SummerSlam, je pense qu'il prend un peu plus la place du Rumble. Quoique dans notre cœur, on préfère le Rumble. Toi puis moi, je pense. Ben, le Rumble match surtout. Là. Ouais, exact. Fait que on va avoir un combat Orton contre Triple H. Un match que Triple H va remporter, évidemment, pour battre Orton pour le titre heavyweight. Par contre, la même soirée, Batista va rentrer dans le Rumble et va remporter le Royal Rumble match pour avoir un match de main event à WrestleMania 21. Mais la fin du Rumble a été un peu controversée. TJ, je vais te le laisser celle-là. Là. Ouais, à l'époque, c'était le Batista et Cena les deux derniers. Puis il y avait comme une élimination en même temps pour les deux. Puis c'était pas prévu. C'est-à-dire que Batista tienne bon puis qu'il rentre dans le ring, mais ça n'a pas marché. Puis c'est ça. Fait que là, il y a la commotion avec les refs puis tout. Puis lui a gagné. Non, lui a gagné. Tu sais, comme Luger puis Brett en 94. Ça. Et ça, là, je suis tellement déçu qu'ils l'ont pas refait. Là. Ça fait des années que je le demande, cette affaire-là. Ben, ils l'ont fait. C'est pratiquement ça. Là. Bon, mais c'était en 2014. 2004. Excuse, 2004. 2005, c'est le Rumble que je comprends. Ouais, 2005. Ouais, mais ça fait 20 ans, là. Ouais, mais Mané, il faut pas faire à tous les fois non plus. Là. Ben là, 20 ans, c'est pas à tous les fois. Mais c'est une fin pas commune, on fera pas ça. Non, c'est correct qu'ils le font plus. Tu le referais pas aujourd'hui? Non, ça va faire, là. Mais. Ben, c'était même pas voulu. Oh, mais c'est pas grave, ça. Ils l'ont pas fait par après. Ils l'ont fait un mané. Je suis pas mal sûr certain qu'ils l'ont fait un mané. Non. Il me semble que oui, mais. En tout cas. Ben, ça peut me le dire, c'est pas moi qui vais te le dire, ça. Ben ouais, mais là, il y a quand même, avec 2005 de 2014 à 2026, il y a quand même beaucoup d'années à se 21 ans. C'est ça.
Puis non, fait que là, je disais, là, ouais, Batista pis Cena, c'est ça. Fait que là, il savait pas quoi faire, puis le Vince est arrivé, puis c'est le fameux qui il prend sa chemise, puis il a pitché à terre, puis il est en tabarnak. Puis il arrive, puis il se pète les deux quads, un sur le poste, puis un montant dans le ring. Là. Puis il est assis sur le cul, puis il dit de recommencer le Rumble. Puis éventuellement, c'est ça, il y a Batista et Cena pour le Rumble. Puis dans ce Rumble-là aussi, une petite affaire intéressante qui est arrivée, c'est qu'un petit peu avant que la fin du Rumble, Ric Flair s'est éliminé Batista en crosseur à un moment donné, puis Batista l'a comme pogné, fait non, ça marchera pas de même, puis il l'a éliminé. Ouais. Mais j'ai encore l'image de Vince assis, puis comme. Il est comme, comme un bébé. Ouais. Puis là, tu vois les arbitres qui se font juste se pencher. Quoi, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, c'est ça. Ouais. Peux-tu nous donner le call juste au cas où? Ouais, ça c'était cool. Puis Edge l'a déjà posé cette affaire-là. Qu'est-ce que lui était. C'est le gars se fait éliminé avant que soit le Final 2. Puis il avait dit qu'il était là, puis il trouvait ça bien comique. Là. Eh oui, Chris, je peux pas rire de ça, là, je veux dire. Puis Vince, le caractère est tordant. Là. Si tu regardes juste la personne de Vince McMahon, même pas character, ben, je pense qu'il est toujours en character pas mal, là, je dirais. Là. Mais juste de façon qu'il agit des fois, là, ce gars-là, il est puissant. Là. Juste son nom. Incroyable. Ben, c'est ça. Là, dans le fond, Batista gagne le Rumble, Triple H est champion. Du côté de Raw, le champion, c'est Triple H. Du côté de SmackDown, c'est JBL. Donc, Triple H, en voyant que Batista gagne le Rumble, lui, son plan, c'est de dire, ben écoute, moi, je suis champion à Raw. Si tu choisis le champion de SmackDown, on va dominer les deux brands. Toi, tu vas être champion de SmackDown, moi à Raw, puis Evolution va conquérir la WWE au complet. Ça semble être un bon plan. T'as-tu parlé, avant de parler du Rumble, t'as-tu parlé de New Age Revolution? Ah, c'était ça avant le Rumble? Ouais, le peu plus avant. Ah oui, t'as raison. Mais je pensais que c'était après, mais oui, on va en reparler. Parle du match, puis on reparlera de la séquence. Là. Ben, c'est ça, je pense que c'était Elimination Chamber avec qui y avait dedans pour ça? Orton. Il y avait Orton, il y avait Batista, il y avait Triple H, puis il y avait trois autres aussi. Il y avait qui? Je vais checker. Il n'y avait pas Carlito, Master. Non, c'est l'année d'après, ça, je pense, en 2006. On m'a dit ça, c'est à Puerto Rico. C'est à Puerto Rico le match. Il y avait Triple H, Batista, Edge, Benoit, Jericho, puis Edge. Puis l'arbitre du match. Je l'ai nommé 2 fois. Puis l'arbitre du match, c'est pas chambre. Ok, ben, en tout cas. Ça, c'est Triple H, Orton, Batista, Edge, Jericho, Benoit. C'est ça, c'est cela. Ouais. C'est pas ça, je pense qu'il y avait Sean comme arbitre spécial, me semble aussi. C'est l'année d'après. Je pense que c'est l'année d'après, ça, avec Carlito et Master. Non, c'est cette année-là. Non? L'arbitre. Il était dans le combat avec Carlito Master, je pense qu'il était dedans. Ah oui, t'as raison. Je pense qu'il y avait Kane et Angle aussi, je pense, dans ce combat-là. C'est ça. Puis à la fin, c'est ça, ben, je pense que c'est Batista, il se fait éliminer par Orton parce qu'il fait l'RKO. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que Orton, quand il fait le pin, ben tu vois, il est dans le coin, puis ça va pour se relever, puis il fait fuck off. Puis c'est à terre pour éliminer Batista. Puis, je pense que c'est le lendemain à Raw, par après, dans le build-up pour se rendre à WrestleMania, qui Orton, je pense qu'il monte, il dit qu'il se calisse de toi. Puis là, aussitôt qu'il monte la replay, tu vois juste Batista qui regarde, tu vois, genre même croche, puis là, ben, je vois, j'ai genre. J'ai rien fait. J'ai rien fait. Puis c'est nice parce que dans le build-up aussi, à un moment donné, Batista est en dehors du ring, puis il passe. Puis quand Batista passe, Triple H se tourne la tête pour croiser le regard. C'est malade, ça. Ah, man, c'est tellement. Puis ça, là, c'est tellement du bonbon. Là. Ah ouais, c'est bon. Man, c'est pur. Puis. Fait que c'est ça, il essaie de convaincre Batista d'aller à SmackDown tout le long. Batista est réticent. Puis, le point qui a fait tourner vraiment la chose avant la signature de contrat avec Bischoff dans le ring, puis c'était Teddy Long, l'autre directeur général, c'est ça? Ouais. Ou c'était, je pense que c'était Stéphanie. C'était Teddy Long. Non, elle n'était plus là en GM. Non, c'est ça, elle était plus là. Elle était là 2002-2003, je pense. Hein? Ouais, je pense qu'elle est partie après le match contre Vince, là. I quit match, là. Je me demande pourquoi. Puis, Batista va surprendre une discussion dans le backstage où Triple H, puis Ric Flair qui dit. Parce que je le répète tellement souvent, mais quand il dit des fois Batista n'est pas assez intelligent pour comprendre ce qui est bon pour lui. Là, fait que... Puis Ric Flair, au début, il est genre tout outré, là, puis il a la bouche grande ouverte, puis. C'est super comme plan, ça, bravo! Puis, tu sais, le camera crew aussi, la façon que ça a été filmé, c'est que tu vois ça, puis là, ça recule, puis tu vois Batista à côté, tu fais comme, oh, la foule qui fait.
Tu sais, man, c'est Ça aussi, tellement bon. ils l'ont fait de pas trop longtemps avec Bailey. Là. Ouais. Pas eu le même payoff, là, mais. C'est sûr que c'est pas un échiquier dans l'échiquier, mais c'est quand même cool pareil. Là. Ouais. Fait que c'est ça, puis évidemment, la signature de contrat ou le callback aussi de ce qu'a fait avec Randy Orton au préalable avec le fameux pouce, où ce que les deux contrats avec Raw et SmackDown. Puis Batista prend les deux contrats dans sa main. Puis il lance celui de SmackDown, de Raw à terre, hein, c'est ça, de Raw à terre. Ouais, il y a SmackDown. Il garde SmackDown dans ses mains, puis il regarde Triple H puis Ric Flair, puis il fait le fameux pouce, là. Tu sais, genre, yes sir, on va faire notre plan, yes sir. T'as fait, puis tu vois, ouais, bravo, yes sir! Ouais! Puis là, t'as Bischoff qui est comme tout. Oh, ouais. Il voulait avoir ce combat-là, puis après ça, il fait le fameux pouce. Il fait fond sur lui, il crée un close line. Après ça, Spinebuster, powerbomb sur la table. Il déchire sa veste, sa chemise. Ouais. Ça, c'était malade, ça. Ouais, avant qu'il fasse le reveal, je savais ce que je ferais depuis un long moment. La fois, il fait yeah! L'autre, sont là, yes sir. On passe les deux. Là. C'est malade. Ah, man. J'en reparle, j'ai des frissons. C'est tellement bon, là. Man, fuck. C'est ça. Puis éventuellement, les deux vont s'affronter à WrestleMania 21. WrestleMania qu'on a fait cette année dans nos reviews. De le faire, ouais. Fait que si vous voulez aller voir, on en parle de long en large juste de ce moment-là. Mais éventuellement, Batista va devenir le World Heavyweight Champion. Puis tranquillement, le babyface de la compagnie à ce moment-là. Le 1B de Cena, là. Ouais, c'est ça, exact. Ouais, parce que Cena a toujours été le top guy. Là. Puis il va y avoir une série de matchs entre Batista et Triple H où ce que ça va continuer. Puis les 3 matchs sont bons, sont solides. Ça va très bon. Un à Backlash, puis un autre à Vengeance, ou ce qu'éventuellement dans un LNSL très violent. Évidemment, la storyline qu'on en parle toujours, là, mais pour arriver à ça, je sais pourquoi je t'ai pas battu, parce que j'ai pas vu ça te faire la pedigree, because the pedigree is the solution day. Ah ouais, c'est vrai. À Backlash, il n'a pas pu le faire non plus. Il n'a pas pu le faire. Puis, il l'a-tu fait à LNSL finalement? Il l'a fait une fois, je pense, ses steps, non? Ouais. Puis il a dégagé pareil. Ou peut-être pas ses steps. Je sais qu'il y a quoi ses steps. Peut-être Batista, il y a le powerbomb aussi, peut-être là-dessus. Là, mais... Ah non, c'est le powerbomb, c'est pas le pedigree. Ouais. Mais je suis pas mal sûr qu'il l'a fait au moins une fois dans le match. Ouais, il a dégagé pareil. Puis fait, je me rappelle pas. Mais... Puis c'est drôle parce qu'on avait un peu cette discussion-là en fin de semaine avec Picton là, pour un finish là, quand on jasait avec lui. Fait, ça me rappelait aussi Batista puis Triple H. Là. On ne rentrera pas dans les détails parce que c'est le storyline. Là, mais... C'est ça. Oh, ouais. Mais ouais, puis tu sais, c'était cool parce qu'à chaque fois qu'il essayait de faire le pedigree, il faisait le pedigree, puis là, tu voyais, ses mains séparaient, puis il est comme oh my god! Ouais, puis le backdrop. Super intense, puis tu sais, pour vrai, tu m'avais demandé au début, est-ce qu'un match Triple H Batista va être bon? Je t'aurais dit non. Puis là, si tu me dis en plus une trilogie qui va être excellente, je t'aurais dit, ben, j'aime bien Triple H, j'aime bien Evolution, mais ça n'arrivera pas. Puis finalement, c'était une trilogie parfaite. Puis Batista a gagné 3 matchs, il a été over dans les 3 matchs. Fait que ça, c'est encore plus rare. Là. C'est le même qu'on fait ça de la vie du monde, pas 50-50 tout le temps. Mais tu sais, quand tu veux vraiment pousser quelqu'un puis mettre quelqu'un en avant, t'es pas obligé, tu sais, éventuellement, il va avoir sa victoire sur Batista, mais quand ça ne voudra plus rien dire vraiment, fait que c'est sûr. Ça change plus rien. Là, à la fin, mettons. Là. C'est ça, exact. Où on était là. Plus de détails là-dessus tantôt. Bon. Là, t'as un message texte, là. Ouais, c'est ça. Ça paraît, t'as arrêté de parler puis t'as regardé sur ton téléphone. Ouais, c'est ça. J'ai des trucs pour les enfants qui rentrent en même temps, mais bon. OK. Bref. Fait que c'est ça. Donc, il va jamais réussir à le battre Batista. On va revenir plus tard parce que, comme on a dit tantôt, il va y avoir quelque chose à la fin. Après cette trilogie-là, Triple H va prendre du time off de la compagnie. Puis, comme je te disais hors d'onde, Ric Flair va devenir babyface par après. Puis, va remporter le titre intercontinental. Va même avoir un combat contre Orton, si je ne me trompe pas, dans cette même période-là. Là, je pense que c'est avant ça, me semble. C'est ça avant ça? Je pense pas que quand il était contre Orton, il était babyface, Ric Flair. Non, t'as raison, c'est Orton qui était heel. Ouais, pas mal sûr qu'il était
Que était heel, que Orton Flair était heel. Pas mal sûr qu'après le match, c'est là qu'il s'est ramé Orton, je pense. Ouais, t'as raison. T'as raison. Fait que c'est ça. Puis, c'est le champion intercontinental. On l'a dit tantôt, il va regagner sa confiance dans le processus. Orton, dans son cas à lui, va tranquillement remonter la pente pour éventuellement regagner des titres World Heavyweight. On va en parler dans pas long. Là. Mais, c'est un peu ça ce qui est. Là, tu as perdu Orton, tu as perdu Batista, fait qu'il restait juste Flair puis Triple H, qui éventuellement vont prendre chacun aussi leur chemin respectif. Puis on en a parlé un peu hors d'onde tantôt, mais on peut parler un peu de Ric Flair et Triple H là, qui se sont affrontés par la suite. Il y a eu un match violent où Flair saignait comme un porc là, avec Triple H là, il l'avait attaqué. Là. Ouais, ça c'est le tag match à Raw Homecoming avec Carlito puis Masters. Puis je sais pas, j'étais babyface. Puis après le match, puis il a donné un coup de sledge. Puis il avait vraiment pété solide. Là. Il l'avait amené le backstage en tirant par les cheveux. Puis il pissait le sang dans la face. Là, puis à la fin, il a juste crissé dans la limousine. Puis il a pitché la jammer dans la limousine. Là, puis il a dit amène ça ailleurs, Steve. Ça c'était nice. Puis après ça, je pense une couple de semaines après ça, il y avait la promo parce que Ric Flair avait un genre de pansement là. Il l'avait enlevé puis il se faisait dessus pour montrer qu'il n'avait pas peur de Triple H, c'était balade. Wow. Ouais, vraiment, c'était quelque chose. Puis comme on a dit tantôt, il va y avoir un match éventuellement Taboo Tuesday entre Triple H et Ric Flair que Triple H va gagner. C'est Triple H? Ouais, c'est Triple H qui va gagner. Pas sûr, moi. Non? Je pense que c'est Flair qui a gagné, moi. Bof. Pour ce que ça a donné après, ça n'avait pas vraiment d'importance. Après ça, Evolution, oui, c'est terminé, mais en 2007, il va y avoir un peu une réunion d'Evolution, puis c'est à ce moment-là que Randy Orton, lui, était champion WWE. Pendant que les 3 membres d'Evolution sont sur le ring, Orton va venir un peu les challenger, puis il dit qu'il a toujours sur le cœur qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont tourné contre lui, évidemment, après qu'il a gagné son premier titre. C'est lui qui a gagné, c'est un combat de cage. Ouh, une cage. Ouais, c'est vrai, c'est les fans qui décidaient, entre parenthèses. Mais ça, c'est une affaire qu'ils devraient remettre, ça. Ça sert à rien s'ils décident pas. Là. Non, mais je sais, mais je veux dire, s'ils décident vraiment, les fans, ça pourrait être le fun. C'est pas la même chose pantoute, là, mais c'est un peu ça qu'ils veulent faire peut-être avec l'affaire de Cena, la belle. J'allais dire, je m'en allais là aussi, fait que t'as bien fait de le dire. Ouais, c'est similaire, mais pas pareil, là, mais ouais. Fait que c'est ça, Orton va les challenger, puis il va avoir un combat avec Evolution, Batista, Triple H, Ric Flair contre Umaga. Orton, Edge et Umaga dans un 6-man tag. Tu t'en souvenais, ça n'a pas de sens. Hein? Mais je savais qu'il y avait Umaga, Edge, j'étais pas sûr, mais je savais qu'il y avait Umaga dedans. C'était un one-time deal à ce moment-là. Là. Il n'y a pas eu de suite à ce combat-là, puis il n'y a pas eu des réunions officielles à ce moment-là. Après ça, en 2014, alors que Randy Orton, c'est le champion de la WWE, puis aussi un membre de l'autorité avec Triple H, qui était son champion, Batista va faire un retour à la WWE. Évidemment, on sait qu'il est allé du côté d'Hollywood pour faire ses films, puis du acting, etc. Il va revenir d'Hollywood, puis à la grande déception de tout le monde, moi y compris, gagne le Rumble. Ouais. Je me souviens, tout le monde était pisse. Là. Pour vrai, moi, j'ai zéro d'accord avec ça aussi là, à l'époque. Là. Ouais, tout le monde était pisse parce que même que la fin du Final Rumble, le Final 2, c'était lui puis Roman. Puis la full cheer pour Roman solide parce que c'était avant qu'il push down leur throat en disant Puis l'année d'après, c'était le contraire. Le monde bouait. Contraire totalement. Ouais, c'est ça, exact. C'était où, ce Rumble-là, qu'en 2014? Je sais qu'en 2015, c'était à Philadelphie. Là, je me souviens avec The Rock à la fin, qui était venu comme endosser Roman quand il avait gagné. Là, mais... Atlanta, peut-être? Ça se peut. Rumble 2013, hein? 2014. Philadelphie, ça ne m'étonne pas parce que c'est une ville hostile. Là, mais... C'était pas back-to-back à Philadelphie? Y a-tu déjà eu 2 Rumble back-to-back? Ça se peut. C'était à Pittsburgh. Qui est pratiquement pareil. Là. Pittsburgh, Philadelphie, c'est en même place. Là. En Pennsylvanie. C'est ça, exactement. Fait que c'est ça. Quoi? Oui, c'est ça. Mais là, lâche ton téléphone. Là. Non, mais il faut que je réponde. Okay. C'est bientôt la fin. Mais tout ça pour dire que il gagne le Rumble. Évidemment, Orton, c'est le champion. Fait que là,
on pourrait avoir un main event à WrestleMania Evolution. La foule n'est pas contente et au même moment, les fans vont comme un peu hijacker la storyline et Raw pour Daniel Bryan. Avec raison. Avec raison. Là, je pense que personne ne voulait voir un combat Evolution à WrestleMania. Là. Je pense qu'on pourrait passer à autre chose. Là. En 2014. Exact. C'est ce qui m'a mené un peu à la storyline B+ player avec Triple H puis l'autorité. Et un match qui était... C'est une bonne storyline, je trouve, là, qu'il faut que le gars... Faut qu'il passe après faut qu'il passe par-dessus Triple H à WrestleMania pour pouvoir avoir son combat de championnat. Ben, en fait, c'est le gagnant. Là. Ouais, exactement. Puis il avait teasé ça un peu avec Batista, Triple H, puis Orton au Raw avant, là, avec Triple H qui disait c'est moi que vous amenez ici, c'est moi qui va vous battre. Si je gagne contre Bryan, vous êtes dans la marde des deux, c'est moi qui va vous battre. Mais ce qui est nice dans ça, c'est qu'on se doute que Bryan va gagner, mais le contraire peut arriver aussi. Ça peut être très bien Evolution dans le main event parce que c'est Triple H, parce que c'est lui qui décide. Ça marche, là. Tu peux y penser parce que tu dis, c'est sûr, il y a le pouvoir backstage, il va pouvoir se mettre dans le main event. Puis, Ouais, mais je suis pas sûr que ça aurait fonctionné si, mettons, il aurait fait le Cody Rhodes treatment là, de la fin d'année d'après là, avec Bryan. Je pense pas que ça aurait été le même succès. Là. Non, je pense pas non plus. Il fallait vraiment qu'il le fasse là, puis ça a été bien fait. Puis, tu sais, Bryan a gagné, puis après le match, il a blessé Bryan à l'épaule pour rajouter un peu à la storyline qui serait pas capable de battre Orton et Batista. Là. Ils ont même double-teamé pendant le combat aussi dans le main event. Là. Ça, c'est sûr. Là. Donc, puis ça a donné un des plus beaux moments de main event de WrestleMania de l'histoire, là, vraiment. Là, c'est vraiment nice. Tu sais, puis en plus, au gars que ça arrive, là, tu sais, faut que ça soit un gars comme ça qui gagne la belle, qui n'est pas censé, dans l'histoire de la WWE, de gagner la belle pour que ça fonctionne. Ça pourrait pas être n'importe qui. Là. Penses-tu que le moment aurait été mieux, ça aurait été Punk? Vu qu'il a déjà gagné la belle déjà avant, fait que ça enlève un peu du cachet. Là. Mais Bryan, je pense qu'il est beaucoup plus aimé que CM Punk. Là. Ben, moi, je pense que oui. Là. Moi, je pense pas. Non, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de monde qui n'aime pas CM Punk. Puis je pense que tout le monde aime Daniel Bryan à peu près. Là. Je pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui l'aille. Je comprends ton point, mais je pense quand même que Punk est plus populaire avec les masses. Je sais pas, il y a beaucoup trop de détracteurs pour être. En tout cas, entre les deux, je te dirais, moi, c'est Bryan, c'est sûr. Là. Mais. Si mettons all around entre les deux, moi, je prends Punk, c'est sûr. Non, all around, c'est sûr que c'est Bryan. Mettons, tu me mets un gun, là, tu te dis demain matin, là, pour que tu en choisisses un des deux pour ton roster, je prends Punk, c'est sûr. Je prends Bryan, mais en même temps, c'est pas je pense qu'on ne cherche pas le même genre de lutte les deux. Non, là. Non, mais c'est ça. Puis moi, j'aime beaucoup les storylines. Fait que Punk m'aide avec le micro. Là. Ouais, c'est un bon interlocuteur, CM Punk, c'est sûr. Là. C'est ça. Fait que non, mais je pense que Punk aurait eu quand même une bonne ovation, mais il fallait que ça soit quelqu'un qui n'a jamais gagné. Là, tu sais. Ouais. Puis le moment était trop beau avec le jeune dans la première rangée, là, Connor McCallek, là, le petit jeune qu'on connaît tous, là, qui avait le cancer, là, qui est décédé. Là. Mais ouais, ça, c'est cool. Yes. Fait que c'est ça. Puis, que j'allais dire après ça. Ouais, c'est ça. Après ça, ben, Batista et Orton sont comme restés un peu body-body. Orton était toujours avec l'autorité. Donc, ils sont comme restés ensemble un petit bout. Puis, ils sont allés challenger la nouvelle garde, la nouvelle sensation, la nouvelle stable que la WWE jurait que par ça. Donc, un combat de Shield contre Evolution, qu'à l'époque, avec le Stare-Down, c'était vraiment la grosse affaire. Là. Ça a été un marquee match-up. Là. Je pense qu'on peut le dire autrement que ça. Mais ça, c'était après que l'autorité voulait que le Shield travaille un peu pour eux autres, puis finalement, il a fait fuck. Il s'était rebellé contre Triple H, puis il l'avait frappé, là, je sais pas trop. Puis, il avait reçu un spear de Roman Reigns. Shocking. C'est à l'anniversaire de Raw, ça, que c'est arrivé. Ouais, il me semble, il avait entouré Bryan, je pense, puis il avait dit non, on en fait de même. Puis, à Mania, justement, à Mania, comme on vient de parler, il avait affronté justement du monde de Triple H, les Outlaws, puis Kane dans un triple threat, là, dans un 3 contre 3, ce qui avait pratiquement squashé les Outlaws puis Kane, ce qui était bien correct. Là. Ben oui. Puis, c'est ça, il était contre Babyface un contre l'autre, puis c'était cool de voir l'ancienne garde contre la nouvelle. Là. Ouais, c'était vraiment nice. Puis bon, on sait qu'est-ce qui est arrivé par la suite. Là. C'est la storyline qui a fait en sorte éventuellement que Rollins se tourne, puis qu'il y ait l'autorité, puis qu'il devienne un main eventer player.
Ils ont fait 2 matchs contre, right? Deux six-man tags à 2 pay-per-views différents. Puis je pense que le Shield avait gagné les 2 fois, si je ne me trompe pas. Absolument. Ils ont gagné 2 matchs. Puis le lendemain de la deuxième défaite à Raw, je pense que c'était Payback, là, c'est arrivé. Puis le lendemain à Raw, Batista était en tabarnak, puis il était parti, puis il a fait la fameuse affaire où il était parti, puis il était comme ça. Là. Ouais, ben, il voulait un combat de championnat, puis ils n'ont jamais donné aussi. Puis il avait comme la grosse barbe, puis ses cheveux tout croches. Bon, ben, I quit. Puis ça allait comme ça. Puis... T'aimes-tu mieux ce I quit là ou le premier avec la chaise roulante? Ah, le premier, ben meilleur, avec le micro, puis I quit. Avec les lunettes de soleil, puis la camisole noire. Là. La chemise noire, plutôt. Ouais, exact. Pour Evolution, c'est pretty much it. Le dernier gros moment qui a rapport avec l'histoire d'Evolution. Ben, on était sur place, mon cher TJ. Ouais. C'est ben, avant ça, il y a eu avant de ce combat-là, il y a eu la réunion avec Evolution, le petit tease où les 4 membres d'Evolution étaient sur le ring, puis que Batista a lancé Tu m'as jamais battu à Triple H là, dans le ring. Là. Ouais, ben ça, je pense que c'est dans le segment qu'on a parlé où ce qui est parti, me semble. Là. Non, c'est vrai, t'as raison. C'était la genre affaire de SmackDown où je sais pas trop. Ouais, avec le code de QA. Là, Ouais, un petit peu plus tard, ouais, c'est vrai, c'est arrivé ça là. Puis le vrai turn sur eux de Batista, c'était quand il y avait la célébration de Ric Flair, je pense, pour sa carrière, ou je sais pas trop. Là. Ouais. Il l'avait amené, puis tout le monde était dans la ring, puis attendait que Ric Flair arrive, puis il arrivait pas. Puis là, tu vois juste Batista, puis qui était avec ses lunettes, puis il dit là, tu vas peut-être m'écouter, tabarnak, là. Qu'est-ce qui arrive à ton ami, puis tout. Puis là, il dit oh God! Il traînait Flair, hein? Ouais, il dit tu vas me donner ce que je veux. Ah! Ouais, le fameux segment Give me what I want! Give me what I want! C'est après, là, ben oui. Avec le crachat, là. Ouais. Fait que, parce que Triple H ne voulait pas l'affronter au début, là. Ben, il disait, ma carrière est finie, j'ai rien à prouver contre toi, anyway, puis c'est ça l'affaire qu'il a fait avec Ric Flair, qui a fait qu'accepter le match, c'était avec Ric Flair, puis même dans le match à WrestleMania, Ric Flair a un petit rôle dedans, là. Ouais. Puis, mettons, hors storyline, là, en arrière-scène, dans le fond, Batista disait que lui, il voulait vraiment finir sa carrière contre Triple H parce que c'est à cause de lui qu'il a eu la carrière qu'il a eu, non seulement à WWE, mais après ça, il a été remarqué à Hollywood, fait qu'il devait ce match-là, puis il voulait vraiment que son dernier match en carrière soit contre lui. Je sais qu'ils l'ont demandé plein de fois de revenir après, puis il a toujours dit non. Fait que, je respecte ça, moi, par exemple. Il a fait ça comme il voulait. Puis anyway, aujourd'hui, il n'a pas acheté pour lutter vraiment. Là. Il est rendu tout maigre, je pense. Puis, ouais, un peu. Mais tu sais, c'est ça. Tant qu'il est en santé, j'espère qu'il est en santé, là, dans le sens que. Parce que, tu sais, Batista, il ne faut pas oublier qu'il a commencé sa carrière très tard. Là. Je pense qu'il était quasiment mi-trentaine, ça a commencé, me semble. Ouais, puis là, il est rendu à 62, je pense, ou 60. Là. Je sais que à chaque fois que je te dis quelque chose, c'est pas que ton téléphone, mais allez voir mon baptême. Non, mais c'est pas pour te checker. Non, je sais. Pour avoir l'information. Ouais, que ça. Mais je pense que 60. 57. Ah, ouais. Ben, c'est 3 ans de moins que tu as dit, là. C'est pas la fin Non, je sais, mais c'est fou parce que tu regardes ça. Mettons, Edge a 57 ans, puis il est quand même plus en shape. Quoique Edge commence à tirer de la patte dessus. Là. Fait que 57, OK? On est en 2025, ça veut dire qu'en 2002, 57 moins 23, c'est 34. Ouais. Il avait 34 ans quand il a commencé à WWE. Ben, il a commencé avant, là, mais... Non, mais je veux dire, son main roster. Quand il était sur le main roster, ouais. En 2002, avant ça, il était à ROW en Leviathan, là, mais je veux dire, encore là, il n'a pas été pendant 5 ans avant, là. On trouve ça vieux, mais check le roster aujourd'hui. Ouais, là, à ça, s'il serait dans son prime à 34 ans, là, puis même à 57, il serait quasiment à la fin, là. Ouais, c'est ça. Fait que, non, écoute, c'est parfait. Puis, le combat de WrestleMania 35, le dernier WrestleMania à avoir une soirée, jusqu'à présent. Ça va peut-être revenir un jour, on verra. Mais je pense pas. On était là. On était là sur place. Moi, c'est un des combats qui m'a. T'avais hâte en Christ. Que j'avais hâte parce que c'est Evolution. Puis à ce moment-là, je savais pas que ça allait être le dernier match de WrestleMania Triple H aussi. Ouais. Ben, quasiment le dernier match tout court, là. Ouais, c'est ça. Mais son dernier Mania. Ouais. Et le dernier Mania de Batista, évidemment, il avait sa carrière en jeu, là, si je ne me trompe pas, dans ce combat-là aussi. Là. Ou c'était juste un match? Non, il avait dit je m'en vais si je perds, mais en même temps, il n'était jamais là presque, puis il revient pour un match. En tout cas, c'est pas grave. Là. Une couple de bons moments dans le match, dont l'anneau dans le nez.
Un match un peu trop long, par contre, là, mais ça, c'est. Ouais. Ben, c'est Triple Triple H, H. là. Ouais. Ouais. Puis, non, puis à la fin, ça, Ric Flair est arrivé, puis il avait aidé Triple H à gagner. Puis, je me rappelle à la fin, ben, quand, après la victoire, ben, il y a Triple H qui est assis dans le coin en petite boule, puis l'autre qui est là, qui pogne par le collet. Hey, on a gagné, let's go! Il savait-tu mettre un hug à la fin, non? Hein? Batista Ben, Triple non, H? il était parti tout court, je pense. OK. Ouais. Puis c'est dans ce match-là qui a trébuché dans son entrée, quand il est rentré dans le ring. Ouais. Puis il a fait comme ça. J'avais prévu ça, puis il dit ah! Puis il y avait l'entrée spéciale Hollywood avec le char aussi. Là. Ouais. C'était bien fait, celle-là. C'était un moment vraiment cool live. Puis l'entrée de Triple H, c'était genre l'affaire de sable, là, je pense. Là. Il y avait comme un Titatron avec dans le sable, là, je sais pas trop. Là. Okay, ça se peut. Puis ça fait du sens parce que Evolution avec la chanson, c'était pas. Il est arrivé Hell to the King? C'est ça qui est arrivé avec la tune de Metallica? C'est ça qui est arrivé à ce show-là? Je pense que oui. Je pense que oui. Il me semble que c'est ça. Ouais, c'est pas Metallica, Hell to the King, c'est. Ben oui, c'est pas sûr que oui. Mais non, Hell to the King, c'est Avenged Sevenfold. Avenged Sevenfold, ouais. Mais il n'y a pas Metallica qui a fait une version de ça dans le temps, non? Je pense pas. Ok, ça se peut. Mais bon, écoute, rien n'était possible, mais. C'est pas un podcast de musique, cette là. Non. Pick and choose. Hein. A1, AB. Un A, un B, je veux dire. Ouais, c'est ça. L'autre aussi peut aussi quand même. Là, mais bon. Si, monac. Fait que c'est ça. Puis c'était pas mal, pretty much, la fin d'Evolution. On a Orton qui est encore là aujourd'hui. C'est pas mal. C'est le seul, en fait, qui reste actif. Qui commence à être magané aussi. Là. Ouais, Orton est encore actif. Triple H, c'est le gros big boss de WWE. Batista fait beaucoup de films puis d'apparence. Puis Ric Flair, fait ses niaiseries. Il y a du fun dans son bord. Ce gars-là est encore en vie. C'est fou. C'est malade. Là. Ouais. Fait que c'est ce qui fait un peu le tour de l'histoire d'Evolution. Évidemment, on ne parlera pas d'Evolution sans parler de la chanson aussi qui était Motorhead, qui était une autre bonne chanson. Triple H, ils accumulent les bons hits là, avec ses chansons d'entrée. Là. Même ces vieilles tunes, les tunes classiques étaient bonnes en plus. Ouais, fait que ça fitait très bien. C'est une méchante belle tune. Puis la présentation était belle, comme tantôt je disais, les couleurs. Puis le fait qu'ils ont été capables de faire des World Heavyweight Champions. Je suis plus un fan de Orton en général, mais si tu regardes, mettons, Batista Ouais. Batista a eu une carrière plus organique dans le sens qu'il a monté plus doucement, il est arrivé à son apogée puis il est parti. Fait qu'il n'y a pas eu de... Orton, c'est montagne russe un peu, ces affaires. Il y a beaucoup de similarités avec The Rock et Batista. Là. Les deux n'ont pas été des grosses runs, puis c'est des bons acteurs d'Hollywood. The Rock un peu plus que Batista pour l'argent qu'il a fait. Mais quoi que, tu dis ça à bien du bon, puis il y a beaucoup de monde qui dirait que Batista a fait des meilleurs films que The Rock. Là. Dont moi. Je pense que Batista choisit des meilleurs rôles. Ben, en fait, c'est touché, parce que les films dans lesquels il joue, c'est des films plus... des bons films. Tandis que The Rock, c'est des blockbusters. Pas pareil. Ouais, c'est ça. C'est différent, là. C'est ça. Mais... In-ring, micro, WWE, Rock est meilleur. Ouais, on s'entend. Puis tu sais, The Rock était genre primé pour être sur un gros spot tout le temps. Ouais. Ça, c'était pas tout le temps le cas. Là. Non. Il a fallu qu'il grind un petit peu plus, mais chapeau. Puis, non, c'est ça, c'est aussi. Comment? Puis l'âge qui est arrivé aussi, ben, ça était à genre 32, 33, 34, puis The Rock était genre à 24 ans, fait que 25, 26. Puis, tu sais, ensemble, ils ont vraiment beaucoup de titres. Là. Je pourrais checker, là, mais... Tu sais, juste Triple H a quoi, 14 titres, Ric Flair en a 16, Orton en a 13 ou 14 aussi. 13, je pense. J'ai déjà vu une photo manée popée de ça avec la photo d'Evolution, puis il y a toutes les belts qui ont gagné en dessous. Là. Ouais, mais c'est beaucoup. Ben, tu sais, juste les championnats mondiaux. Là. Ouais. Tu sais, je les ai ici, les accomplissements, les ceintures, si on veut. Là. Je les ai dessus au complet. Je dis ça, puis je les ai pas. Là. Mais Orton a été champion intercontinental seulement qu'une fois. Je l'ai la photo. Vas-y, tu peux le dire. Je peux t'en l'envoyer si tu veux. Tu la mets à la place, non? Ouais, tu pourrais le mettre. Là, c'est quand même intéressant que les 4 ont gagné Rumble aussi. Ouais. Flair a été le seul. Ben non, c'est pas vrai. Flair, Triple H, les deux l'ont gagné pour le titre aussi. Ouais, dans le même match, ouais, absolument. Donc, je te l'ai envoyé, là, tu devrais l'avoir dans pas long. Ouais, je l'ai. Puis c'est les deux seuls dans l'histoire qui ont fait ça, hein? Je me trompe pas? Ben oui, c'est les deux seuls. Flair en 92, Triple H en 2016. 16, ouais. Avec la fin où Triple H, Vince et Stephanie sont là dans le ring avec Stephanie avec sa belle robe rouge. Ouais.
Fait que Ouais, voilà, fait tout est là, qu'est-ce qu'ils ont gagné. Là, on va le dire parce qu'il y a du monde sur l'audio aussi. Là. ouais. Il a gagné, on va aller par le bas, le Rumble 92, Ric Flair, Batista 2005 puis 2014, Orton 2017, Triple H en 2002, Orton en 2008 aussi, puis Triple H en 2016. King of the Ring 97 pour Triple H, 2 Hall of Fame, Hall of Fame pour tout le monde sauf Batista, je pense, puis Orton. Money in the Bank pour Orton. Tu as 2 World Championships pour Ric Flair avec Intercontinental une fois, puis 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois tag team. Mm-hmm. Mais ça, je pense que c'est pour le groupe au complet, ça. Right? Ouais, c'est le groupe au complet, ouais, c'est ça. OK. Ouais, ça. Fait que 2 WB Winged Eagle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Intercontinental, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Spinner Belt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Big Gold. Ouais. Tu as 4 avec le logo bleu, le Blue Eagle. Tu as 5 WB Championship. Tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Tag Team Championship. C'est fou, là. Ouais. Tu sais, c'est ça. Ben, tu sais, ils ont été dans des clans. Fait que. Ouais. Mettons, le meilleur champion intercontinental du groupe, c'est Orton ou c'est Triple H? Ouais, c'est Orton, c'est sûr. Là. Ouais? Ouais, je sais pas, j'ai pas eu des gros règnes dans le champion intercontinental. Parfait, je suis d'accord. Meilleur tag team? Ça, je sais pas vraiment. Pick and choose, pas vraiment personne. Peut-être Orton par défaut. Là. Puis meilleur World Heavyweight, on va dire Ric Flair, j'imagine? Ric Flair, ouais. OK. Sinon, le reste, c'est sur Triple H. Là. Ouais, je suis d'accord. Mais c'est bon. C'est ce qui complète notre biographie d'Evolution. J'espère que vous avez aimé ça. Moi, j'ai adoré ça. C'est vraiment des souvenirs qui sont vraiment dans mon âge. Puis c'est des gens que j'aime beaucoup. Fait que, c'est ton dada. C'est mon dada. Puis en plus, on était là quand Triple H a été intronisé en DX, Wall of Fame. Ben, c'est la même soirée que le match contre Batista, right? Ben, la veille, je veux la même dire. fin de semaine. Ouais, c'est ça. Ouais, exact. Mm-hmm. Fait que c'est ça. Voilà. Evolution is a mystery. Le Super Mystère, on en parle depuis 1h30. Là. Ah, OK, t'as raison. C'est ce qui complète, mon cher. Oui. Fait que rapidement, on part pas plus de temps. On va vous dire qu'est-ce qui s'en vient dans le podcast. La semaine passée, c'était King of the Ring 1997 avec les champions par équipe Michaels et Austin. À travers la table, on l'a dit tantôt, on va faire un spécial qui sera pas live. Exact, big review avec le Night of Champions. Il va y avoir TNA Slammiversary et NXT Great American Bash et AEW Forbidden Door, j'avais oublié. J'avais Forbidden le nom. Ouais. Puis la semaine prochaine, on va faire. On ne sait pas de quoi le podcast encore, c'est une surprise, mais on va vous dire ça bientôt dans les prochains jours. 100%. Hey, qui j'imite. Oui. Fait que voilà, merci beaucoup d'avoir fait le podcast. C'était bien le fun d'apprendre sur Revolution, qui est peu un mystère pour personne à cette heure, on sait tout. Mais bref, merci d'avoir été là pour le podcast, mesdames et messieurs. Mais d'ici là, c'est important, n'oubliez pas. Allez, bah!